Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je vous rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs récits avec nous afin de vous édifier là-dessus et surtout vous inviter à les lire. N'oubliez pas, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, nous sommes là pour encourager les auteurs. Quand vous achetez les livres, quels que soient les sites, laissez vos commentaires, laissez les avis. C'est très, très important pour eux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre. Nous recevons donc Monsieur Pierre Crozat pour parler de son livre « Le mercenaire ». Monsieur Pierre Crozat, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir sur Parlons de livres aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons lu ce livre, très intéressant, vraiment très, très intéressant, très riche en informations, en faits historiques, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je trouve que c'est très, très important. Même à travers un roman, découvrir des faits historiques, c'est vraiment, c'est un plus. C'est un plus. Nous avons réellement apprécié ce livre. Voilà. Avant de parler du livre, M. Crozat, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs, leur dire qui est M. Pierre Crozat. Donc, je suis professeur d'histoire-géographie. Je travaille essentiellement dans les lycées français à l'étranger, après avoir été plusieurs années libraire. Bon, j'ai toujours eu un lien très fort en fait avec le livre, hein. Mon rêve d'adolescent et de jeune adulte, en réalité, ce n'était ni la librairie, ni l'enseignement, c'était la diplomatie, mais ça n'a pas pu se faire. Donc là, depuis une douzaine d'années, en enseignant dans les lycées français à l'étranger, un peu partout dans le monde, j'essaie finalement de concilier un petit peu tous ces intérêts, toutes ces passions, ce vieux rêve de la diplomatie, du voyage, de représenter un peu la culture française à l'étranger, ce goût pour les autres cultures, pour les séjours prolongés à l'étranger, et puis la transmission de cette matière qui me passionne, qui est l'histoire, qui est liée de très près aussi à la littérature et à l'histoire de l'art qui me passionne également. Et j'aime beaucoup aussi essayer de relier, dans mon travail avec les élèves notamment, de relier à la fois transmission de la culture et communication. Voilà. Super, super. Vous dites quand même au public brièvement de quoi vous parlez dans ce livre. Donc, ce livre, bon, sa genèse a été un peu longue. Enfin, je l'ai écrit sur presque 3 ans, de façon pas toujours régulière, un petit peu parfois j'étais très motivé, j'écrivais beaucoup des jours et des jours d'affilée, puis parfois pendant des mois je le laissais un petit peu, mais j'ai eu le temps justement de mûrir un petit peu ce que je voulais écrire dedans. Ce qui peut parfois surprendre les lecteurs, c'est qu'il est à la croisée de plusieurs genres. Je veux dire, c'est pas du pur roman, c'est pas juste de l'histoire, c'est un mélange en fait de ce que l'on appelle aujourd'hui l'autofiction, c'est-à-dire où on se met en scène, mais c'est aussi romancé. Le lecteur ne sait jamais est-ce que c'est du roman, est-ce que c'est la réalité. Donc c'est un mélange de roman pur et d'éléments autobiographiques. C'est aussi beaucoup un récit de voyage. C'était avant tout, en fait, mais on le sent surtout, je crois, dans les premiers chapitres. Je voulais écrire un hymne à l'Égypte et au monde arabe, parce que j'ai énormément aimé l'Égypte. C'est le pays peut-être qui m'a le plus marqué. Parmi tous les pays où j'ai vécu, c'est l'Égypte qui m'a le plus marqué, et j'aime énormément tout ce qui concerne le monde arabe en général. Donc, je voulais écrire quelque chose de fort là-dessus. Donc, il y a aussi tout un côté récit de voyage et même un petit peu reportage, parce que les premières grandes manifestations contre le président Mohamed Morsi à l'automne 2012, je les ai vécues personnellement au Caire, en fait. Donc, ce que je raconte vers le milieu et la fin du livre, je l'ai vécu. Ça, c'est purement autobiographique, hein, je l'ai vécu personnellement. C'est un peu la répétition générale pour vos auditeurs qui connaissent, hein, de ce qui s'est passé 6 mois après, quand il y a eu des émeutes encore plus importantes en Égypte contre la politique islamiste de Mohamed Morsi, et ça s'est terminé par le coup d'État du maréchal al-Sisi.
et la mise en prison de Mohamed Morsi. Ben moi, j'ai vécu un peu cette répétition-là 6 mois avant, en fait, voilà. J'ai vécu pour la première fois, je me suis pris des gaz lacrymogènes tout près de l'ambassade américaine. Ça, je le raconte dans le livre aussi, je le raconte. Pour la première fois de ma vie, en me rendant à mes cours d'arabe qui étaient donnés à l'Institut français, j'ai vu donc les tentes qu'ils avaient replacées sur la place Tahrir, comme l'année d'avant. L'année d'avant, c'est l'année de la Révolution, hein, en 2011. Ça, je l'ai pas vécu, la Révolution elle-même, mais ils avaient remis des tentes sur la place, comme un an avant, en fait, les libéraux, ce que l'on appelle les libéraux égyptiens, si vous voulez. Voilà. Donc, dans ce livre, c'est à la fois donc un roman, des éléments autobiographiques, un récit de voyage avec un côté reportage, mais aussi une satire assez caustique, parfois, certains lecteurs ont pu trouver parfois un peu excessive, des lycées français à l'étranger. Il y a une satire sociale très forte, hein, du milieu des lycées français à l'étranger, du milieu un peu des expatriés français qui vivent dans leur bulle. Il y a aussi tout ce côté-là avec un peu il y a pas mal d'humour, hein, quand même. Il y a aussi de l'humour. Voilà. Oui, oui, très bien. Ben, écoutez, on s'est régalé. Moi, vraiment, on nage là-dedans. Vraiment, comme un poisson dans l'eau. La place Tahrir, on avait l'impression d'être votre ombre et vous accompagner, vous voyez, partout, à regarder. Voilà. Cette révolution, comment ça se passait. Franchement, c'est un vrai voyage là-dedans. Ah, ça me touche ce que vous me dites. C'est gentil parce que j'avais peur parfois que les références historiques soient trop nombreuses. Voilà, parce que c'est sûr que, comme vos auditeurs l'ont compris, l'histoire, c'est ma passion. La géopolitique aussi. Donc, ce que je pouvais vivre et voir sur place au Caire, bon, bah, ça me passionnait. Et évidemment, hein, voilà. Mm, mm. C'est vrai que, comme on dit, vous savez, les goûts, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est Moi, ça. c'est vrai que la politique m'intéresse. Je lis tellement de livres sur la politique, tout ce qui est géostratégie, tout ça, je lis. Vraiment, j'ai apprécié. Je me retrouvais là-dedans. C'est pas que roman. Et vous avez vraiment réussi, vous voyez, à faire ce mélange. C'est vrai, il y a ces faits historiques, mais derrière, il y a cette histoire romancée. Donc, ça coule. On se laisse entraîner là-dedans et pas d'ennui. Vraiment pas d'ennui. Raison de laquelle ça se lit vite parce que c'est captivant. C'est Ah, bah, captivant. c'est gentil, c'est gentil. Et puis, il faut dire aussi que je n'en parle peut-être pas toujours assez quand je présente le livre. Peut-être que je reste plus sur le côté Égypte, récit de voyage et lycée français. Mais il y a aussi tout un côté introspection. Le personnage principal, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur lui-même. Dès le premier chapitre, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment content de sa vie, La vie, c'est qui se ça. sent plutôt globalement dans l'échec, qui se pose des questions. C'est un peu un anti-héros, en fait. C'est un peu un anti-héros. Il se pose des questions sur sa vie, il n'est pas très content de sa vie. À chaque fois, il pense que en allant dans tel endroit, ben, tout va changer, tout sera mieux pour lui. C'est ça. Et il découvre au fur et à mesure, à cause de cette passion folle qu'il éprouve de plus en plus pour sa collègue biélorusse, finalement, en partie à cause de ça, il découvre sa part homosexuelle. C'est ça. C'est Il ça. découvre avec stupeur et frayeur, hein, qu'il est finalement peut-être homosexuel. C'est vrai, Paul, oh là là, Paul, quel personnage, hein? Mitigé, hein? Aventurier, il est aussi il est aventurier et délicat en même temps. Oui. C'est vrai qu'on découvre dans le livre, Paul, vraiment, il dit lui-même qu'il est à l'aise dans le provisoire que dans le définitif, finalement. Ouais. Alors, faut vraiment pas s'étonner parce que les déboires professionnels, mais il est attachant, attachant le personnage parce que il y a toute cette introspection, hein, tout le long du livre, on voit toute cette introspection et mais c'est attachant, vraiment on ne s'ennuie pas.
il faut vraiment le lire pour comprendre ce personnage. Il faut dire que c'est un personnage qui est, comment dire, c'est un personnage qui est très idéaliste, Oui. qui a un côté naïf, Mhm. qui est un peu naïf et idéaliste et rêveur. Et rêveur. Je veux dire, j'ai en moi-même certaines de ces caractéristiques, mais chez le personnage, je les ai un peu exagérées. J'ai un peu exagéré parfois ce côté rêveur et idéaliste, et c'est pour ça que des fois je le mets en scène comme au café El Fishaoui, où dans les reflets des glaces, il imagine la voiture du roi Farouk Du roi Farouk. et tout ça, et voilà, bah, j'en ai rajouté un petit peu sur certains aspects qui correspondent à mon caractère. Non, mais vraiment très intéressant. Le roi Farouk, c'est vrai il a de l'engouement pour les monarchies. Donc, c'est super, on en apprend là-dedans dans le livre. C'est vraiment l'histoire d'Égypte, la ville d'Alexandrie. Il y a aussi quand même la Russie, hein. Il y a surtout Oui, oui, voilà. voilà, la littérature russe, tout ça, et cet amour pour la collègue. Mais c'est c'est vraiment… Alors, la fin, on ne s'y attend pas. On ne va même pas parler de la fin parce que c'est sûr. Il faut que le lecteur découvre la fin. Oui. La fin, elle est inattendue complètement, complètement. Après, pour tout dire, il faut dire, alors j'ai pris soin évidemment de changer les noms de tout le monde, y compris d'ailleurs du lycée français en question, mais beaucoup de choses sont réelles en fait, hein. Je ne dis pas tout et je dirais pas quoi, je dirais pas forcément quoi, mais en réalité, si vous voulez, ce livre, c'est un petit peu un mix de mes expériences au Maroc, en Tunisie, en Azerbaïdjan et en Égypte. Alors, j'ai fait un peu un mix de tout ça. Et il y a, par exemple, la directrice égyptienne, en fait, elle correspond à un personnage réel que j'ai connu au Maroc, qui est en fait une Marocaine. Le proviseur, lui, il a vraiment existé tel quel en Égypte. Il y a un autre personnage qui correspond à quelqu'un d'autre que j'ai connu en Tunisie. Aïcha. Et non, la directrice du primaire, elle a vraiment existé, mais je l'ai connue en Tunisie. Donc voilà, j'ai fait un peu un mélange de tout ça pour en faire une seule histoire, mais en prenant le soin de changer les noms, bien sûr, hein, évidemment, notamment le nom du lycée français que je ne révélerai pas. Je ne le révélerai pas, mais c'est le nom d'un écrivain français. Voilà. Ok. Donc j'en ai fait le lycée Flaubert. Écoutez, c'est super, parce que franchement, vous nous avez fait voyager. Alors, on va donc rentrer un petit peu dans les thèmes. Le métier d'enseignant. Donc, Paul nous explique, c'est vrai que c'est difficile. On sait un peu le métier d'enseignant, ça dépend dans quel milieu ou plutôt dans quel contexte culturel on se trouve. Paul compare, il fait la différence entre le milieu culturel en France, du moins le rapport prof-élève en France et le rapport prof-élève dans les pays qu'il a visités, notamment la Tunisie, l'Égypte, tout ça. Oui, oui. J'ai retenu en fait que la déprime, les problèmes, tout ça venait un petit peu, ça devenait un peu trop lourd pour lui en France parce que l'enfant est roi, c'est l'enfant roi en France. Ah, voilà. Mais je pense qu'aux États-Unis, c'est Pire, pareil. C'est pire. pire. Le problème de l'Europe, de la France, des États-Unis, c'est ça, c'est qu'on a, enfin, bon, pour rester sur le cas français que je connais mieux, les enfants, même de milieux plutôt modestes et même maintenant dans les campagnes, hein, c'est l'enfant roi, c'est de la consommation. Les professeurs, on n'a plus de respect inné comme autrefois pour le professeur en France, en fait. Voilà. Donc, on doit toujours rendre des comptes. Si on met,
un mot sur le carnet pour un problème de discipline, de toute façon, c'est toujours de la faute du prof plus que de son enfant, hein. Donc, enfin, énormément de choses comme ça. Les directions ne vous soutiennent pas forcément parce que ce qu'elles veulent, les directions en France, c'est avoir le moins de problèmes et de vagues possible. Donc, enfin, voilà. Donc, bref, la situation de l'enseignement en France, elle est globalement quand même catastrophique, mais ça, je pense que tout le monde est plus ou moins unanime à le dire. C'est une des raisons pour lesquelles le personnage et moi-même préférons travailler à l'étranger. C'est non seulement pour le goût du voyage, mais c'est aussi parce qu'on a affaire à des élèves plus éduqués, plus motivés, Plus plus motivé. respectueux, par exemple des enfants de diplomates, des gens qui ont l'habitude de voyager, des gens qui sont un peu plus éduqués, plus respectueux. Voilà. Alors, vous avez fait tous ces pays arabes, Tunisie, Maroc, vous avez un petit peu constaté, parce qu'à travers vos personnages, Aïcha, on penserait à une unité arabe. Quand on voit les pays arabes, voilà, Oui, on oui, sait oui. qu'ils sont, voilà. Vous qui avez fait ces pays-là, peut-on parler d'une unité arabe? Ah non, non, non. En fait, parfois, ils essayent de mettre ça en avant. Bon, il y a la Ligue arabe depuis 1945 qui existe. Tous les pays arabes ont en commun d'avoir comme langue officielle l'arabe littéraire. Euh, mais l'arabe littéraire, il faut savoir que c'est comme le latin pour nous. Je veux dire, c'est une langue qui est figée. Ce n'est pas la langue que les Arabes parlent au quotidien. C'est pas la langue qui est parlée au quotidien dans ces différents pays. Mais c'est un point commun. Tous les journaux, une partie des certaines émissions télévisées, les journaux, les livres, tout ça, c'est en arabe littéraire. Et ça, c'est un énorme point culturel commun de la Mauritanie jusqu'à l'Irak. Ça c'est vrai. Après, chaque pays, on sent bien, quand on y passe plusieurs mois, qu'ils ont d'énormes différences les uns avec les autres, hein. Le Maroc et l'Égypte, c'est totalement, bon, à part le côté arabe et puis l'islam, ce sont deux pays totalement différents. Ça, c'est sûr. La Tunisie et le Maroc que je connais ont été très influencés, très marqués, hein, par la présence française, par la colonisation française. L'Égypte, si j'ai tellement aimé l'Égypte, c'est parce que j'y ai trouvé une culture orientale beaucoup plus authentique, beaucoup plus forte. Là, c'est un pays le Caire en particulier, c'est une ville qui vous bouscule, hein, qui vous déstabilise, voire même qui peut vous écœurer. Moi, j'ai vécu 2 fois en Égypte, en fait, et même en aimant énormément ce pays et cette ville, même moi, il me faut 15 jours à 3 semaines pour me sentir vraiment à l'aise. Le Caire, c'est particulier, c'est 23 millions d'habitants. 23 millions d'habitants dans une ville extrêmement sale et polluée. Donc, c'est spécial. C'est une ville et c'est un pays, l'Égypte, qui vous bouscule beaucoup, avec une culture orientale, une culture arabe beaucoup plus forte, beaucoup plus présente. Le Maroc, à côté, en 3 jours, on peut se sentir chez soi. C'est très différent. Voilà. Alors, Paul, dans le livre, dit effectivement qu'il aime vraiment le Caire, Alexandrie, tout ça, mais qu'il y a 2 choses qu'il déteste. C'est donc les rues sales et Oui, le niqab, oui, le oui, oui. niqab. Le niqab. Alors, oui, on veut bien savoir, mais c'est marrant parce qu'à un moment, il raconte pourquoi le niqab. C'est effrayant, c'est ça? Oui, oui, Il le niqab. raconte une scène où il a dû avoir peur, oui. Mais les Égyptiens qui sont contre ça, qui sont contre le niqab, ils appelaient ces femmes les boîtes à lettres. Les boîtes à lettres, parce qu'en fait, le niqab, vous savez, c'est le voile intégral. Oui, Le voile intégral où la femme, elle est habillée en voile tout en noir, oui, oui. juste avec C'est une marrant, bande pour ouais. voir. Mhm. Alors, les plus extrêmes des plus extrêmes, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais en plus de ça, elles se mettaient Oh, une petite gaz là pour cacher leurs yeux le plus possible. d'accord. Du coup, ouais, il racontait un Et, petit peu, c'est effrayant, quoi. C'est plus ce voilà. côté. Et alors, l'Égypte, parmi les pays arabes actuels, c'est un des pays où il y a le plus de femmes en niqab, hein.
Donc, le personnage, bon, Paul, vous avez compris que c'est un peu un double, il y a beaucoup de points communs avec moi, hein. Mhm. Donc, et c'est sûr que moi, j'ai été effrayé au début. Oui, par exemple, vous êtes dans un magasin, dans une épicerie, puis tout à coup, vous vous retournez, il y a une femme en niqab. Euh, Tu racontes la scène, j'étais morte de rire. et oui, C'est bon. il y a de quoi être effrayé ou crier, quoi, parce qu'on ne s'attend Il pas à a ça crié la nuit dans une cage dans les des rayons, oui. Ouais, ouais. Bon, alors paraît-il que parce que je parle un peu du harcèlement sexuel en Égypte, j'en parle pas énormément, mais il y a un passage où j'en parle. Et c'est ça. Finalement, j'ai noté un petit peu le harcèlement sexuel. Bon, la définition du harcèlement sexuel, en gros, c'est quoi? Il faut des paroles de nature sexuelle, comportement abusif, voire offensif, et surtout que les faits soient répétés et puis non désirés par la personne. En Voilà. regardant, c'est vrai que, oh Paul, vraiment, Paul, personnage attachant. Il ne s'en rendait pas compte. C'est vrai que c'était pas, mais j'ai regardé, j'ai dit oui, c'était quand même répété. Hein? Les Oui. faits étaient répétés et puis non désirés par la personne. C'est beau à lire. Vraiment, c'est beau à lire parce que on entend amour platonique, mais quand même, à ce niveau, ça devient une obsession. Ouais, voilà, Obsession. c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Mais l'amour peut être une obsession. Là, elle est déraisonnable dans ce cas. L'amour est déraisonnable dans ce cas. Mais dans ce genre de pays, comment traite-t-on le harcèlement sexuel? Alors en Égypte, il faut savoir que le harcèlement sexuel envers les femmes, il est extrêmement, il est très fort, hein, il est quotidien. Il y a eu d'ailleurs un film très célèbre là qui a été réalisé là-dessus, les femmes du bus numéro, je sais plus quoi, mais vous connaissez certainement ce film. Le harcèlement sexuel en Égypte, il est très, très, très fort, malheureusement, dans le quotidien. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a 3 lignes de métro au Caire. C'est pourquoi dans le métro du Caire, il y a toujours 2 rames réservées aux femmes. Je voulais lire un petit passage. Oui, Euh, on est dans un pays arabe, on sait un petit peu ce que c'est, notamment le Caire. Alors, Paul, à un moment, nous raconte un épisode dans le train. C'est le le transport en métro, commun. le métro, Dans oui, le métro, voilà, il rentre, il voit une dame voilée. Au début, il a peur, il s'interroge, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la dame cache, tout ça. Et puis, en fait, non, elle avait un drapeau de la confrérie des frères musulmans. oui. J'en viens à Paul, le personnage qui, dans le même train, il dit, il est debout, effectivement, dans le train, et le train était tellement bondé, hein, il y avait plein de monde, qu'il sent une main, qui le touche, hein, presque c'est partie intime. Oui, oui. Et ça, il n'a pas pu voir qui l'a fait. Pourtant, c'était les hommes autour. Et il dit ceci, Paul savait que ce genre de choses pouvait arriver, tellement les hommes étaient frustrés dans leur relation avec les femmes. J'ai eu des témoignages, des échos, hein, oui, oui, qu'il y avait une telle frustration des hommes qu'ils allaient même tripoter les hommes dans le métro, Oui, sans être forcément homosexuels, mais parce qu'ils avaient besoin de toucher. oui, de Alors, toucher. c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que dans le métro du Caire, il y a toujours 2 rames réservées pour les femmes. Mais elles ont le droit d'aller dans les autres aussi. Mais à leurs risques et périls, entre guillemets, elles ont le droit d'aller dans les autres. Mais dans ces 2 rames réservées pour les femmes, normalement, les hommes n'ont pas le droit d'aller. Mais il touche facilement alors. Oui, 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 il y a un harcèlement sexuel qui est extrêmement fort et présent là-bas, que les Européens ne savent pas, ne connaissent pas. Et comment Il existe aussi au Maroc, hein, attention, il existe aussi au Maroc. Les Européennes au Maroc s'en plaignent beaucoup, mais au Maroc, il est beaucoup moins important, il est beaucoup plus atténué que celui de l'Égypte. L'Égypte, ça peut aller jusqu'au viol facilement, hein, expliquer ça? Plutôt un pays musulman. parce que j'ai j'ai envie de dire peut-être qu'ils ont le sang plus chaud, entre guillemets, mais aussi parce que la femme, elle est plus protégées. D'abord, maintenant, depuis 30 ans, les femmes qui ne sont pas voilées en Égypte et au Caire, c'est l'exception. Et ça, c'est un paradoxe, parce qu'à 30, 40 ans, c'était l'inverse, hein. À l'époque du roi Farouk et de Nasser, dont je parle, c'était les femmes voilées qui étaient l'exception. Il ne faut pas oublier ça, hein.
Maintenant, les choses, 30, 40 ans après, les choses se sont inversées. Donc, pour eux, la femme, elle est inaccessible. En plus, pour se marier, théoriquement en Égypte, pour se marier, il faut être propriétaire de l'appartement. Donc, il y en a qui sont obligés de se marier très tard. De Ah, se marier très tard pour acquérir assez d'argent pour acheter un appartement, même petit. sans blague. Oui, oui. Donc, ça crée des frustrations, des choses comme ça. Voilà. Et alors, je sais plus en fait si je le raconte dans le roman, mais ça, c'est une histoire véridique. Une des jeunes femmes qui prenait des cours d'arabe avec moi à l'Institut français, elle a commis l'erreur, je me rappelle pas si je le mets dans le livre, elle a commis l'erreur de s'asseoir à côté du chauffeur de taxi, ce que moi je fais souvent à l'étranger puisque c'est plus facile. C'est plus facile souvent à l'étranger de s'asseoir à côté du chauffeur si on veut parler ou si on veut sortir rapidement ou payer vite, quoi. Et alors elle a fait ça. Donc c'était une Européenne, hein, non voilée, tout ça. Et lui, dans sa tête, il s'est dit, ah ben c'est un signe, ça veut dire elle est d'accord. Et il l'a emmené avec son taxi dans une petite rue. Il a commencé à la tripoter et elle a eu le temps vite de partir, quoi. Mhm. Et, mais tout ça, c'est des choses réelles, hein, c'est des choses réelles. Quand il y a eu la révolution en 2011, place Tahrir, vous savez, il y a une journaliste britannique qui a été violée. Oui, oui. Non. Si, Wow, si, si. Oui, wow, oui. wow. Alors, j'étais en train de sourire pour ce personnage, Aïcha. En Oui. colocation, c'est justement la scène est racontée. J'avais un petit sourire parce que je pensais aux deux autres locataires qui se foutaient un peu de sa gueule. Oui, Le sourire, mais c'est vrai que c'est pas marrant d'entendre que quelqu'un a failli se faire violer, hein. D'ailleurs, elle les traitait d'obsédés dans le livre, Aïcha. oui, oui, Voilà, c'est voilà. c'est- c'est vraiment dit. Alors, on va un peu passer dans l'art. En quoi consiste la danse de l'ordre des derviches tourneurs? Vous en parlez dans le... C'est vraiment un spectacle qui existe? Oui, bien sûr. Les Derviches derviches tourneurs. tourneurs, c'est lié au soufisme, vous savez. Vous connaissez le soufisme? C'est Un la, peu, un un peu, peu. le soufisme, ce n'est pas accepté par les islamistes. Islamistes et salafistes, ils ne veulent pas en entendre parler. Bon, le soufisme, on peut dire, c'est la mystique de l'islam. Dans l'islam, ce sont des mystiques. Voilà. Il y a, selon les pays et les cultures islamiques, ça va être plus ou moins accepté ou toléré. Depuis depuis cette émergence de l'islamisme, depuis les années 70-80, ils veulent supprimer ça. Les islamistes, ils veulent supprimer ça parce que pour eux, c'est pas le vrai islam. Mais le soufisme revêt différentes formes. À chaque fois, il s'agit de s'unir à Dieu, de s'unir à Dieu. Et les derviches tourneurs, c'est une des formes que le soufisme peut avoir. Il s'agit de tourner sur soi-même avec une main vers le ciel, une main vers la terre, et tourner jusqu'à l'extase absolue et l'union absolue avec Allah. En fait, il s'agit de ça. Et ça vient de Turquie, en fait. Les derviches tourneurs, c'est Rumi. C'est le grand poète soufi qui était persan, Rumi, qui les a fondés. Rumi, il est enterré en Turquie, là, aujourd'hui. Et à partir de là, si vous voulez, comme c'était un seul empire, l'Empire ottoman, à partir de là, ça s'est répandu aussi en Égypte, au Caire. Voilà. Mais maintenant, ce sont des spectacles. Le côté spirituel a largement disparu. Ce sont souvent des spectacles pour les touristes maintenant. Mesdames et messieurs, Le Mercenaire, un livre très, très intéressant. Lisez-le. Nous ne pouvons pas parler de tous les sujets, tous les thèmes qu'il y a là-dedans, mais c'est vraiment à lire. Et chacun individuellement retient le meilleur qu'il veut de ce livre. Et il y en a à retenir, hein. Il y a des faits croustillants là-dedans. Il faut découvrir les facettes de l'être humain, hein. C'est ça. Les Ouais. facettes de l'être humain, la condition humaine, tout ça, c'est super. On ne peut que s'attacher, on ne peut que le trouver attachant, ce personnage. On en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup sur l'histoire de l'Égypte, l'histoire des monarchies, voilà, des faits politiques, des stratégies, voilà, géopolitiques, tout ça. Et ce que je veux juste rajouter, si j'ai le temps,
Bien Je ne sais sûr. pas si j'ai le temps, mais juste rajouter encore une fois que ce que j'ai voulu, c'est faire un petit peu un hymne de l'Égypte et parler de cette Égypte contemporaine qui est souvent méconnue des Européens, puisque bien sûr, on va beaucoup mettre en avant ce qui est légitime, l'Égypte pharaonique, qui fait rêver tout le monde. Que moi, dans ce livre, j'en parle assez peu de l'Égypte pharaonique, mais je Ouais. parle beaucoup de l'Égypte de Bonaparte jusqu'à Morsi, voilà, particulièrement au 19e, d'Ismaël Pacha, des rois Fouad, des Farouk, de Nasser. J'évoque les figures très importantes pour les Égyptiens d'aujourd'hui de l'écrivain Naguib Mahfouz, qui est pour le moment, c'est le seul prix Nobel de langue arabe, de littérature arabe, et la figure d'Oum Kalsoum, qui est très importante, alors là, pour tout le monde arabe également, comme Naguib Mahfouz. Elle était tous les jeudis à la radio, elle était écoutée du Maroc à Bagdad. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu transmettre cette nostalgie, cette Égypte-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, surtout dans la vieille bourgeoisie kérote, qui regrettent cette Égypte que Nasser et ses successeurs ont tuée, en fait, cette Égypte cosmopolite, cette Égypte ouverte sur le reste du monde, sur les autres cultures. Cette Égypte où il y avait des femmes qui portaient la mini-jupe, dans les années 60, il y avait beaucoup de femmes au Caire qui portaient la mini-jupe. Bon, mais elles ont honte maintenant de ça, elles ont détruit les photos souvent, elles ont honte de tout ça. Donc j'ai voulu un peu faire revivre ce passé-là, dont certains parents ou grands-parents là-bas me parlaient, voilà, et qu'en réalité, beaucoup de gens au Caire ont tendance c'est vraiment la nostalgie, à regretter, voilà, cette Égypte qui avait peut-être un côté, c'est vrai, corrompu avec le roi Farouk, un côté corrompu, un côté trop proche des Occidentaux, mais qui avait cette richesse culturelle du cosmopolitisme. Voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que voilà, cet échange vous a plu. Monsieur Croza nous a donc bien édifié sur l'esprit du livre. Voilà, c'est ce qu'il dit, le mercenaire. Monsieur Croza, vous dites donc aux personnes qui nous regardent, aux auditeurs, où est-ce qu'on trouve votre livre? Donc, vous pouvez le commander sur les sites d'Amazon et de la FNAC ou sur le site de la maison d'édition, le site internet du Lys Bleu, le Lys Bleu Édition. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Retenez bien le mercenaire. Vous savez où l'acheter. N'oubliez pas, laissez vos avis, laissez vos commentaires sur les sites. C'est toujours un plus pour les auteurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Merci à vous, Monsieur Croza. Merci. beaucoup. On espère vous revoir très bientôt pour un nouveau. Merci à vous. À très bientôt. Mesdames et messieurs, vraiment échange très très intéressant avec Monsieur Croza par rapport à son livre Le Mercenaire. C'est un livre très intéressant, on y retrouve beaucoup de thèmes. Il y a des faits historiques, voilà, l'histoire des monarchies, quoi encore, les aventures, il nous parle des aventuriers de l'histoire égyptienne. Dans les aventuriers de l'histoire égyptienne, voilà, on trouve beaucoup de personnages, Mehmet Ali, Alexandre, Jules César, Napoléon, Marc-Antoine, etc. De quoi nous parle-t-il encore? Il nous parle des empereurs romains. Les empereurs romains. Bon, bref, vraiment, il y a des faits historiques très, très importants, le canal de Suez, Nasser, tout ça. Maintenant, on en vient au personnage principal qui est donc Paul, personnage très attachant. Paul est un personnage mitigé. Il est aventurier, il est aussi fragile. C'est quelqu'un qui a eu plein de déboires. À travers le livre, en fait, il fait une espèce d'introspection sur lui. Ça nous ramène aussi un petit peu au thème de la condition humaine, parce qu'à travers lui, on voit un petit peu, voilà, ces tiraillements qu'un être peut avoir en lui. Voilà. Et ce qui l'emmène à nourrir, à avoir cette obsession aussi par rapport à une de ses collègues. Il faut lire le livre pour comprendre. Vraiment, lisez-le, c'est vraiment bien écrit. Il a cette obsession et puis on le voit
à la fin du livre, il nous amène là-dedans, on s'interroge, et puis la fin est tout simplement ok, inimaginable, on ne s'y attend vraiment pas. Voilà, donc livre très instructif, c'est une autofiction, comme on dit, et puis c'est un récit voyage. Lisez-le, vous découvrez ce personnage très intriguant, voilà, Paul, le personnage principal, et puis voilà, lisez le livre, je ne vais pas vous en dire plus. Merci de nous avoir suivis, on se dit à très bientôt.